Alors dans cette vidéo, je vais faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait sur la chaîne, mais qui je pense va vraiment être bénéfique. C'est que je vais répondre à plusieurs questions que vous m'avez posées dans les commentaires. Notamment après la vidéo que j'ai faite dans laquelle je vous présentais mon élevage de porcs. Là, on est toujours dans la ferme et ici, on est dans une construction qu'on est en train de faire pour vous accueillir, c'est le réfectoire. Comme vous le savez, je vais ouvrir bientôt les portes de la ferme pour que vous puissiez venir ici pour visiter la ferme, voir comment on travaille, poser vos questions, manger sur place. Et donc, pour ça, il fallait préparer des conditions de réception. Et c'est dans ce cadre, donc, qu'on est en train de construire ce réfectoire qui est situé au sommet d'une des collines de la ferme. Avec donc la possibilité, comme vous pouvez le voir derrière moi, d'avoir une vue panoramique sur notre ferme. Vous avez les cerfs, vous avez le bâtiment de porc, les poulets, les lapins, les ananas. Bref, vous avez ici autour de vous pas mal de choses. Ça va vous permettre de venir vous changer un peu les idées aussi et de sortir de la pression de la ville de Douala. Ici, on est aux alentours de la ville de Douala. Et avec le temps, on va vous permettre de dormir ici parce qu'on va construire des boucaros et vous allez pouvoir dormir ici. Et un peu plus tard, on va aménager des espaces pour que vous puissiez jouer. On va avoir des petits terrains de foot, des petits terrains de basket, la possibilité de nager sur place. On a des cours d'eau qui passent par l'arrière des collines. Donc, on va aménager des cours d'eau avec des petites piscines naturelles. Vous allez pouvoir nager là aussi. Bref, le but, c'est de transformer cet endroit en véritable petit paradis. Vous savez, quand les gens ont des fermes, ils ne pensent qu'à gagner de l'argent avec l'élevage. Alors que, comme vous venez de le comprendre, rien qu'avec du tourisme associé à votre projet, vous avez là une grande possibilité de gagner beaucoup plus. Donc, plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions par rapport à l'élevage de porcs, mais je pense que comme les questions étaient pertinentes, j'en ai sélectionné quelques-unes. Je vais vous apporter des réponses pour que vous puissiez vous décider à vous lancer là-dedans ou pas. Alors, Mathieu Kazadi a demandé, j'aimerais savoir quelque chose sur les terrains. Vous les achetez avant ou alors en location très longue durée? Mathieu, très bonne question. En gros, la question derrière, c'est j'ai un projet agricole, je veux me lancer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'achète un terrain ou alors est-ce qu'il est préférable de louer un terrain sur la longue durée? Alors, moi, je vous conseille d'acheter votre terrain. Je vous conseille d'acheter votre terrain pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous avez acquis un bien pour la vie. Et donc, les investissements que vous allez faire sur ce terrain sont des investissements que vous n'allez pas perdre. Par exemple, ici, on a déjà dépensé beaucoup d'argent, comme vous pouvez vous en douter. Et si ce terrain était un terrain qu'on louait, on n'aurait jamais rien fait de définitif dessus. Parce que quand le terrain ne vous appartient pas, vous n'êtes pas dans la logique de construire quelque chose à long terme. Parce que ça ne vous appartient pas justement, vous allez essayer de faire des choses toujours provisoires. Parce que vous vous dites que vous allez partir un jour. C'est un peu comme quand vous êtes locataire dans un appartement. Vous ne pouvez pas faire beaucoup de travaux dans l'appartement parce qu'il ne vous appartient pas. C'est le même principe dans une ferme. Je déconseille de louer des fermes, déjà parce que vous n'allez pas pouvoir réellement investir sur la ferme et vous allez souvent vous comporter comme un mercenaire. C'est-à-dire que s'il y a un problème à la ferme et que le problème demande une réparation long terme, vous n'allez pas le faire. Prenons par exemple le forage. Le forage, c'est un aménagement important dans une ferme. Est-ce que vous allez aller construire un forage sur un terrain qui ne vous appartient pas? Je ne pense pas. Ce serait un investissement voué à être utilisé par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous allez construire ce genre d'initiative dans un terrain qui ne vous appartient pas? Bien sûr que non. En revanche, dans quel cas est-ce que ça peut être pertinent de louer un terrain? Parce qu'il faut quand même vous donner toute la réflexion. Moi, par exemple, sur ce terrain, j'ai des voisins. J'ai des terrains voisins autour de moi. Et peut-être que dans quelques années, je vais arriver à saturation sur mon site. C'est-à-dire que j'aurai bien occupé tous les espaces, ce qui n'est pas encore le cas. On a encore beaucoup de choses à faire ici. Mais dans quelques années, on aura tout occupé. On aura saturé le site. À ce moment-là, je peux voir un voisin pour lui demander de me louer 1 hectare, 2 hectares, 5 hectares pour faire chez lui une culture. Par exemple, tu vois un peu. Donc, l'idée, c'est de dire que, OK, à ce moment-là, je peux donc louer le terrain de quelqu'un pour pouvoir faire une culture sur ce terrain-là. Parce que, bien évidemment, j'ai déjà mon infrastructure de base et aller travailler chez lui, c'est juste labourer de la terre, planter, creuser, planter et simplement récolter. Donc, fondamentalement, vu que je n'ai pas à aller construire des infrastructures définitives chez lui, ça va. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a un risque à pouvoir aller louer le terrain de certaines personnes. Et ça, malheureusement, ce sont les réalités de l'Afrique. Moi, je connais des gens qui ont loué des terrains. Et vous louez un terrain dans une localité, vous venez vous travailler dessus, vous ne faites même pas d'aménagement définitif. Mais quand la récolte est proche, les propriétaires du terrain viennent et ils vous chassent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas un document qui vous rend propriétaire de ce terrain.
Et ça arrive. Des gens malhonnêtes viennent. Quand la récolte est proche, ils vous disent, monsieur, dégagez de notre champ. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est leur champ. Tu vas commencer des problèmes pour te battre pour une récolte? Non. Tu vas laisser tomber et tu vas partir. Donc, ça aussi, c'est l'une des fragilités qu'il peut y avoir par rapport à ce système-là. Donc, voilà pourquoi est-ce que moi, je ne conseille pas de pouvoir louer des terrains. Je conseille de pouvoir acheter soi-même ces terrains. Autre question très intéressante. En termes de votre équipe, vous payez votre personnel par mois ou alors il y a d'autres méthodes? Alors, nous, on est une société. C'est très important. C'est-à-dire les gens qui travaillent à la ferme font partie d'une société. Donc, ce sont des gens qui ont un salaire à la fin du mois. La question ici, c'est celle de la rémunération. Comment faire pour rémunérer des personnes qui travaillent dans son exploitation agricole? Parce que c'est un domaine un peu différent. Au niveau de l'exploitation agricole, vous avez deux possibilités de rémunération. Vous avez la possibilité de donner une rémunération fixe à vos employés. C'est possible de faire ça, mais vous avez la possibilité aussi de payer les gens à la tâche. C'est-à-dire que chaque fois qu'il fait quelque chose, vous le payez. Je ne supporte pas cette méthode parce que pour moi, ça crée un esprit mercenaire. Ça fait que le gars, il n'est plus focalisé pour développer le projet, il est focalisé sur l'argent. À chaque fois qu'il trouve une opportunité de faire un truc, vous allez le payer. Ça, je n'aime pas du tout cette mentalité-là. Donc, je ne conseille pas ça. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir associer au salaire fixe de vos gars des variables en fonction de l'atteinte des objectifs. Et tout le monde qui travaille ici a des variables. Le variable, par exemple, au niveau du poulet, le gars, il a un fixe qui est son salaire. Par contre, on lui donne un objectif. On lui dit, par exemple, sur une bande de 1000 poulets, par exemple, tu dois avoir 2% de mortalité. C'est un exemple. Donc, sur 1000 poulets, tu dois pouvoir avoir, par exemple, 20 poulets de mort maximum. Si tu atteins cet objectif-là, tu as un bonus de, soit vous fixez un montant, soit vous fixez un pourcentage par nombre de poulets. Par exemple, nous, on a fixé le pourcentage par nombre de poulets. C'est-à-dire que, première chose à valider, c'est ne pas avoir en dessous d'un pourcentage de mortalité. S'il valide ça, OK. Maintenant, donc, tous les poulets qui sont vivants, il est payé par poulet vivant. Et donc, bien évidemment, ça fait qu'au final, il a un gros bonus qui vient s'ajouter à son salaire fixe déjà de base. Donc, vous avez cette alternative-là aussi qui consiste donc à payer les gens, soit avec un fixe, soit avec un fixe plus un variable, soit uniquement à la tâche. Mais comme je vous ai dit, la troisième méthode, je ne la recommande pas parce qu'elle fait que vous avez dans votre ferme des gens qui sont en mode mercenaire. Tu arrives dans ta ferme, tu dis à quelqu'un, s'il te plaît, va me défricher telle parcelle. Il te dit que tu vas me payer combien? C'est absurde, c'est totalement absurde. Donc, pour éviter ce genre de questions rocambolesques, il faut pouvoir avoir des salaires fixes. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous propose. Ensuite, il me dit, je remarque que vous êtes de la diaspora, vous êtes père de famille. Est-il possible de gérer ce genre de business en habitant en Europe ou au Canada? Et combien de temps faut-il être sur place en personne, sachant qu'on est souvent salarié à l'extérieur de l'Afrique? Alors déjà, le fait que je sois là prouve que c'est possible, puisque moi-même, je suis effectivement basé dans la diaspora. Maintenant, tu as très bien compris que quand on a un business en Afrique, même si on est de la diaspora, il faut être souvent au pays. Maintenant que je suis à mon propre compte, depuis quelques années, j'ai la liberté de venir en Afrique autant que je veux. Je pense que maintenant, je viens quoi? Entre 7... Alors, en Afrique, je suis en Afrique tout le temps. Mais le temps que je passe en Afrique maintenant, c'est pratiquement la moitié de l'année. Et à partir de cette année, je vais passer plus que la moitié de l'année en Afrique, justement parce que les activités sont en train de prendre davantage d'ampleur et il faut que je sois davantage présent. Le principe ici, en réalité, c'est difficile à définir. Mais quand on a un business en Afrique, pire quand on est en Amérique du Nord, parce que nous qui sommes en Europe, c'est facile. À la limite, en 5-6 heures, tu prends ton vol, bim, tu es au pays. Les gens d'Amérique du Nord, vous avez 2 vols à prendre. Ce qui d'ailleurs est absurde, parce que quand on regarde la position de nos pays en Afrique, on est plus proche de l'Amérique du Nord que de l'Europe. Mais nous, nos avions vont d'abord en Europe, ensuite vont en Amérique du Nord. C'est juste une absurdité incroyable. Mais bon, bref, on n'est pas là pour refaire le monde des compagnies aériennes. Dans tous les cas, l'objectif ici, c'est de pouvoir être assez souvent présent dans sa ferme. OK? Et donc, pour ça, ce que je te conseille, c'est d'établir une fréquence d'au moins 2 séjours au pays. Au moins 2 séjours. Mais en réalité, ce qui va être le plus important dans ton processus, c'est l'équipe que tu vas bâtir au pays. Parce que les gens ont souvent tendance à penser que c'est parce que tu es à l'étranger qu'on te frappe. Non. La plupart des gens que je connais qui sont au pays, qui vivent ici, sur place, qui ont des business, ça ne marche pas parce qu'on les vole. Donc, il ne faut pas penser que c'est parce que tu vas être loin qu'on va te voler. Non, 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 non. Tout à l'heure, on parlait du vol et le responsable de la ferme a dit
Quelle est la phrase que tu as dite là? Que le vol, c'est quoi? C'est dans le cœur? Voilà, il a dit que le vol, c'est dans le cœur ou dans le sang. Parce qu'on était en train de penser à recruter quelqu'un pour un poste et on se demandait comment on va faire pour sécuriser le fait que la personne ne puisse pas voler. Et donc, il a dit, c'est le responsable de la ferme, les anciens le connaissent. C'est même lui d'ailleurs qui me prend les vidéos, il est devenu caméraman ici. Mais il a dit que le vol, c'est dans le sang. Si quelqu'un c'est un voleur, tu peux mettre tous les dispositifs que tu veux. À la première occasion, il va te voler. Et c'est vrai. Fondamentalement, c'est vrai. Donc, le vrai challenge, quand tu veux travailler avec des gens au pays, c'est de trouver des gens de bonne moralité. Et comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, pour réussir un projet en Afrique, il te faut à minima 2 personnes. Une personne qui est ta personne de confiance, quelqu'un sur qui tu peux réellement te reposer, quelqu'un qui t'a démontré au fil du temps qu'il est fiable avec les finances, pour que cette personne-là puisse gérer les transactions financières. Quand tu as un projet au pays, tu vas envoyer de l'argent. Tu vas envoyer de l'argent pour payer des salaires, tu vas envoyer de l'argent pour, je ne sais pas moi, faire des opérations administratives. Donc, tu as besoin de quelqu'un de confiance au niveau de l'argent. Deuxième type de profil, tu as besoin de quelqu'un qui a une expertise technique avérée. Je dis ça parce qu'il y a trop de charlatans au pays. Quelqu'un peut te dire qu'il est le meilleur technicien de tout, mais en fait, il ne sait rien faire. Et on en a connu des charlatans. Donc, le deuxième principe, c'est de pouvoir valider que la personne qui va être en charge techniquement de l'activité sait de quoi elle parle. Elle sait comment faire ce business et c'est réellement quelqu'un qui a obtenu des résultats. Dans les 2 cas de figure, que ce soit la personne de confiance ou la personne technique, il faut que tu testes les 2 personnes. Pour la personne de confiance, comment tester les gens? C'est simple, tu mets entre leurs mains de petites sommes. Quand quelqu'un a l'habitude de voler, il n'a pas besoin que ce soit 1 milliard. Même avec 1 franc, il va te voler. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je donne aux gens des petites responsabilités. 20 000, 30 000, 50 000, donc moins de 100 euros, 50 euros, 60 euros. Je lui demande d'aller faire une course et je vois comment il se comporte. Quelqu'un qui a l'habitude de voler, vous allez voir que même dans les 50, 60 euros, il va essayer de vous gruger 1, 2, 3, 4, 10 euros. Il va essayer d'augmenter un prix, il va essayer de... Non, je l'envoie faire quelque chose dont je connais déjà les prix, je sais combien ça va lui coûter, je sais tout. Mais je l'envoie faire et je regarde comment il se comporte. Si le premier retour est négatif, barré, je passe de côté. Si le premier retour est positif, je le teste encore 2, 3, 4, 5 fois. Et au fur et à mesure, j'augmente les montants et j'augmente le challenge. Jusqu'à ce que je finisse par valider que c'est vraiment quelqu'un d'honnête. Ila qui est là, qui est en charge de la ferme ici, est passé par le même processus. C'est quelqu'un qu'on a testé pendant longtemps. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un d'une honnêteté rarissime, vraiment rarissime. On n'a aucun lien de parenté, aucune connaissance commune. C'est pour dire qu'il y a encore des personnes qui ont une honnêteté. Et ça, bien évidemment, ça n'a pas de prix. Ça n'a clairement pas de prix. Et quand tu tombes sur ce genre de personnes, de ton côté, tu dois aussi faire ce qu'il faut pour qu'ils soient à l'aise, pour qu'ils puissent travailler avec toi sur du long terme. Par exemple, un des projets qu'on a dans cette ferme, c'est de pouvoir construire, d'ici quelques années, une petite école maternelle ici, dans la ferme, parce que des gens comme Ila, par exemple, est séparé de sa famille pour venir travailler à la ferme. Ses enfants, qui sont encore en très bas âge, vont à l'école dans le nord du pays. Donc, l'une des choses qu'on veut faire ici, c'est de pouvoir avoir une petite école ici, avec un prof qui va gérer les enfants de la ferme pour leur donner une éducation ici à la ferme. Mais ça, tu vois, ce sont des choses que tu bâtis parce que tu as de vraies bonnes personnes sur qui tu peux compter et ça te permet de fidéliser les gars avec qui tu bosses sur du très long terme. Donc, pour la partie donc personnelle, tu as bien compris, Mathieu, que le but, ce n'est pas simplement d'avoir des personnes, c'est de les faire aussi entrer avec toi dans un projet de vie pour que ces gens-là se projettent aussi. Comment est-ce qu'ils vont être avec toi dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Où est-ce que tu les amènes? Et ça, je le dis parce que beaucoup de gens, malheureusement, quand ils recrutent du personnel, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de dire qu'ils vont payer le personnel le moins cher possible pour gagner le plus cher possible. Ici, dans notre ferme, alors j'ai discuté avec une connaissance il y a de cela 3 jours. Elle me disait qu'elle a travaillé pendant 2 ans chez une dame qui lui payait 50 000 par mois. La fille a un bac plus 2. Elle était payée 50 000 par mois et ces 50 000 ne venaient même pas tout le temps. Et au bout de 2 ans, quand elle a demandé une augmentation, elle s'est fait virer. On n'a personne ici à la ferme, absolument personne qui touche ce genre de somme. Mais je précise que dans les fermes, les gens ont pour habitude de payer le personnel 50 euros par mois, 30 000, 35 000 par mois, pour pouvoir avoir un rôle de manœuvre dans la ferme. Nous n'avons personne ici qui touche ce type de somme. Parce qu'il y a chez nous la volonté justement simplement de mettre les gens à l'aise, quoi. Après, il faut essayer de rester raisonnable par rapport au prix du marché, c'est vrai.
Mais c'est aussi pour ça qu'on fait une intégration verticale, qu'on vend directement nos produits directement aux consommateurs pour avoir un peu plus de marge. Et ceci nous permet de pouvoir justement rémunérer un peu mieux nos gars et de pouvoir se développer et se déployer sur d'autres projets. Donc, si tu veux que les gars travaillent bien avec toi, qu'ils se donnent pour toi, toi aussi en contrepartie, tu dois pouvoir te donner pour eux et bien évidemment être dans la logique de les écouter. Alors ça, c'était la question de Mathieu Kazadi. Je vais regarder pour voir les autres questions qu'on a reçues. Alors, quelqu'un d'autre nous a posé la question au sujet de l'élevage des porcs sur les formules. La personne m'a dit, oui, Philippe, tu nous as partagé plein de choses, mais tu ne nous as pas donné les formules. Oui, c'est vrai que je n'ai pas partagé les formules. Mais je n'ai pas partagé les formules à... C'était volontaire. Il faut bien comprendre que les formules de nutrition des aliments dans l'élevage, que ce soit les élevages de poulet ou de porc, c'est une information ultra confidentielle. C'est-à-dire que c'est même ça le cœur de votre secret. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de l'élevage. Et quand vous regardez leurs porcs sont pleins de gras. Si je viens et je vous communique en Mondiovision des formules que j'ai payées extrêmement cher à obtenir, ce serait absurde parce que je suis en train de livrer le secret de fabrication, le secret de notre ferme. Donc, on ne peut pas vous partager les formules, que ce soit le poulet ou le porc, on ne partage pas du tout les formules. Parce que c'est vraiment le fruit de beaucoup de travail, beaucoup d'années, beaucoup d'échecs, et on ne peut pas en parler. Alors, quelqu'un d'autre m'a dit que je n'ai pas parlé de la prophylaxie. Alors, attention. La prophylaxie, c'est l'ensemble des traitements médicaux que l'on apporte aux animaux. L'élevage de porcs, c'est un élevage long. Ici, les porcs sont gardés entre 6 et 8 mois avant d'être abattus. L'objectif, c'est de les amener à un poids d'à peu près 100 kg. Poids à partir duquel on estime qu'ils sont assez dodus, assez robustes pour pouvoir être commercialisés. Et c'est là donc que, par exemple, les formules entrent en jeu. Quand vous avez de bonnes formules, vous parvenez à faire grimper rapidement le poids de votre animal. Pour ce qui est des prophylaxies, pareil, ça fait partie des éléments secrets de la maison et je ne peux pas venir sur Internet commencer à vous dire on donne tel produit à nos animaux. Non, parce que ça fait partie des éléments secrets. Par contre, et vous le savez bien, moi je forme les gens. Donc si vous voulez savoir comment éviter tous les pièges et autres, ce que je vous conseille, c'est de prendre une formation qui est structurée. On n'a pas encore fait de formation dans le domaine du porc, mais on y travaille. Par contre, on a une formation déjà dans le domaine de l'élevage de poulets. L'élevage de poulets, c'est un business très rentable. Et aujourd'hui, on a une expérience qui nous permet de pouvoir former des gens là-dedans. Si vous êtes de la diaspora, je vous propose de vous former à distance. Et je vous apprends comment piloter votre ferme à distance. D'ailleurs, je vous mets le lien en dessus ou en dessous de cette vidéo en fonction que vous soyez sur YouTube ou Facebook ou sur un autre média. Pour que vous puissiez, vous aussi, avec ce lien-là, prendre votre formation. Je vous mets la première vidéo de la formation gratuitement, comme d'habitude. Et pour les premiers à la prendre, je vais vous mettre une offre promotionnelle. Mais n'entrez pas dans ce genre de business dans lequel vous allez dépenser des millions de francs CFA, des milliers d'euros, sans avoir au préalable pris le temps de réellement bien vous former. Alors, une autre question accessoire de Donald à lui. J'aimerais savoir pourquoi on ne doit pas manger de porc si on doit rentrer dans un enclos d'élevage de porc. Parce qu'effectivement, de temps en temps, quand j'entre dans un bâtiment de porc, je précise toujours que je n'ai pas mangé de porc dans les précédents jours. Pourquoi? Déjà, il faut attendre au moins une dizaine de jours normalement. Parce que le porc a des maladies qui ne sont pas contagieuses pour l'homme, qui ne sont pas dangereuses pour l'homme, mais qui sont fatales pour un porc. Quand tu manges du porc, si le porc que tu as mangé était malade et il avait certaines maladies, il y a des chances qu'à toi, ça ne fasse rien du tout. Mais désormais, tu es porteur du germe pendant un certain nombre de jours. Un peu comme la Covid. Si tu te rapproches d'un bâtiment de porc avec ces germes sur toi, tu peux contaminer ces porcs-là. Vous voyez comment c'est puissant? Donc du coup, déjà, personne n'entre dans un bâtiment de porc. Si vous avez un bâtiment de porc, personne ne doit entrer dedans. Absolument personne. Sauf le porcher. Mais, en plus, quand vous-même vous venez pour entrer dans votre bâtiment, évitez d'être la personne qui va ramener des maladies dans son bâtiment à cause, bien évidemment, d'inadvertance. Ulrich Quenan dit
Le business du porc, c'est un business rentable, sauf qu'il y a cette affaire de peste porcine qui sévit chaque année et ravage des bêtes. Du coup, on a la crainte de voir tout son investissement couler d'un coup. Comment donc éviter de gérer ces crises de peste porcine? Ulrich Kwenang, en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas vivre sans le risque. Le but d'un entrepreneur, c'est de gérer le risque. Et le risque, on peut en faire plusieurs choses. L'une des choses que tu peux faire par rapport au risque, c'est supprimer le risque. Si par exemple, tu as, je ne sais pas moi, pour venir ici à la ferme, on a par exemple des problèmes avec la route qui abîment nos véhicules. Un des moyens qu'on a de pouvoir régler ce problème, c'est de supprimer le problème en réparant la route. Donc, une fois qu'on a réparé la route, on a supprimé ce risque. Il y a d'autres risques que tu peux déléguer. C'est-à-dire, par exemple, que dans le cadre, par exemple, de la gestion justement de notre élevage, on peut se rendre compte que, OK, cette route-là, elle nous a déjà foutu en l'air 5 tricycles. On ne va plus gérer ce risque-là. On va trouver un prestataire à qui on va donner la responsabilité de pouvoir sortir nos animaux de la ferme. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a délégué le risque. On le paye, mais désormais, c'est lui qui gère son risque et qui gère ses marchandises et qui gère ses accidents. Et puis, la troisième possibilité que vous avez avec le risque, c'est de le diminuer. C'est-à-dire que, à ce moment-là, l'objectif simplement, c'est de pouvoir faire que l'événement se produise le moins possible. Et c'est le cas avec, par exemple, la peste porcine. Quand vous avez un élevage de porc, il y a des gens qui font de l'élevage de porc, notamment mon mentor dans le porc, c'est quelqu'un qui fait l'élevage de porc depuis plus de 20 ans. Il n'a jamais eu de peste porcine. Jamais. En plus de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il met en œuvre un certain nombre de mesures de biosécurité pour éviter que ces bêtes ne tombent malades. Personne n'entre dans son bâtiment. Vous n'entrez pas dans son bâtiment. Jamais. Et quand même vous entrez, il y a un itinéraire qu'il vous permet de suivre. Et il vous fait entrer à certains moments bien précis pour voir certaines choses bien précises dans sa ferme. Parce qu'il faut bien prendre conscience de ça. La plupart des maladies que vous avez dans des élevages, ce sont des êtres humains qui ramènent ces maladies. Voilà pourquoi il est interdit de faire de l'élevage en zone urbaine. Parce que les êtres humains qui sont autour vont faire tomber malades vos animaux. Voilà pourquoi quand vous avez un bâtiment, une ferme comme la mienne, c'est interdit que les êtres humains soient en contact avec ces animaux-là. Voilà pourquoi même quand vous allez venir ici à la ferme pour pouvoir manger et autres, passer une journée, vous n'allez pas pouvoir accéder aux animaux. Vous allez les entendre crier, mais vous n'allez pas pouvoir les voir. Et si vous les voyez, alors attention, je parle de certains animaux, il y a d'autres animaux qui sont élevés ici en plein air, vous allez pouvoir les voir. Mais si vous les voyez, parce que si vous les voyez, on va prévoir un système de désinfection. C'est-à-dire que quand vous venez ici, on a une salle, une toilette, vous venez, vous vous lavez là-dedans. Je dis bien, vous vous lavez, vous portez les vêtements que nous, on vous donne, et vous portez les chaussures qu'on vous donne, et c'est avec ça que vous pourrez maintenant entrer dans certains bâtiments. Et quand vous finissez, vous vous déshabillez, vous nous remettez nos vêtements, vous reportez vos vêtements, au revoir. Et donc, en mettant un certain nombre de règles de sécurité strictes comme celle-là, vous pouvez préserver votre élevage des maladies. Parce que fondamentalement, les maladies viennent d'un contact extérieur. Voilà pourquoi, même quand dans votre élevage, vous voulez acheter d'autres animaux, par exemple, demain, on va se retrouver dans une phase dans laquelle on va peut-être vouloir acheter d'autres porcs, et bien les nouveaux porcs qui vont arriver, on ne va pas les mélanger aux anciens, on va les mettre de leur côté. Parce qu'ils sont des gens étrangers à la ferme. Donc fondamentalement, si vous voulez vous prémunir des maladies, la stratégie consiste simplement à vous prémunir de la présence des gens qui peuvent venir dans votre ferme. Voilà un peu les quelques questions que j'ai sélectionnées autour de l'élevage de porcs et auxquelles je voulais répondre pour vous donner de comprendre un peu mieux comment fonctionne ce business. Comme je l'ai déjà dit, votre rôle, c'est de partager les vidéos pour qu'on soit le plus nombreux possible à faire grandir cette communauté, que les Africains prennent davantage conscience du potentiel économique qu'il y a chez eux, qu'ils puissent se lancer, bâtir des empires en Afrique et simplement ne plus rien à avoir à envier au monde. C'est absurde que des Africains meurent dans la Méditerranée à la recherche d'un Eldorado ailleurs, quand on sait que tout le monde entier a les yeux rivés sur l'Afrique et que tout le monde veut venir prendre sa part sur ce continent. Ma contribution à moi, c'est de montrer que c'est possible et de partager avec vous là-dessus pour que vous aussi, vous puissiez devenir des acteurs de changement et pas simplement des blablateurs sur les réseaux sociaux. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Continuez de poser des questions en dessous des vidéos. Si ce concept vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, mais au-delà de me le dire, partagez la vidéo, taguez des gens,
faites que la vidéo soit vue. Et si la vidéo est beaucoup vue, parce qu'en fait, c'est le véritable indicateur. Si la vidéo est vraiment beaucoup vue, je vais comprendre qu'elle vous a réellement intéressé et je vais en faire d'autres pour vous donner des réponses à vos questions précises et spécifiques. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là et je vous dis hasta la vista, soara.